À la Libération, De Gaulle veut avant tout rendre à la France son rang de grande puissance. Et pour lui, cela passe par le maintien de l'Empire. Fort de cette conviction, il affronte le premier grand choc de la décolonisation française, l'insurrection en Indochine. Après les révoltes annonciatrices de l'entre-deux-guerres, l'occupation japonaise a renforcé le nationalisme indo-chinois. Le mouvement est en outre marqué par l'influence croissante du communisme. De Gaulle abandonne les options de solutions négociées prônées par le général Leclerc et demande à l'armée de mater la rébellion Viet Minh. Un choix ressenti comme un faux pas. Il peut étonner en effet venant d'un homme qui s'est toujours démarqué et se démarquera fermement des ultras de la France coloniale. De Gaulle quitte le pouvoir en février 1946. Dans l'esprit de Brazzaville, la 4e République crée l'Union française qui vise à transformer l'Empire en une association de peuples. Mais l'heure n'est plus aux aménagements et c'est un échec. L'heure est à cette sale guerre d'Indochine qu'une république instable va conduire jusqu'au désastre militaire final de Dien Bien Phu en mai 1954. Il faudra l'humiliation de la défaite et la détermination du nouveau président du Conseil pour ouvrir la voie à la négociation. Monsieur Pierre Mendès France vous parle. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Les accords de Genève mettent fin à 8 années de guerre. Au Maroc comme en Tunisie, c'est en 1954 que commencent à s'organiser de manière apaisée les indépendances. En Tunisie, le leader nationaliste Habib Bourguiba est accueilli en héros au terme de sa longue mise en résidence surveillée. Après l'échec d'une tentative de co-souveraineté, Pierre Mendès France accorde à la Tunisie l'autonomie interne. En mars 1956, la Tunisie et le Maroc accèdent à l'indépendance définitive. En Algérie, les attentats de novembre 1954 perpétrés par le FLN dans les Aurès ont sur le moment peu de retentissement dans l'opinion française. Leurs auteurs sont pourchassés comme de simples hors-la-loi. Ils signent pourtant le déclenchement de la guerre d'Algérie. 8 années de violence, de drames et d'incompréhension. Les gouvernements successifs de la 4e République se montrent incapables d'empêcher le basculement de la population musulmane du côté indépendantiste, incapables de faire aboutir toute réforme de structure, incapables de ramener la paix. En décembre 1955, la gauche française obtient un succès parce qu'elle mène campagne sur le mot d'ordre de la paix en Algérie. On connaît la suite. Guy Mollet arrive au pouvoir en janvier 1956. Il se rend à Alger. C'est ce qu'on appelle la journée des tomates, hein, le 9 février 1956. Journée des tomates, c'est-à-dire il reçoit quelques projectiles. La foule européenne manifeste en le traitant de bradeur, de trahison, etc. Et comme on le sait aussi, Guy Mollet va faire volte-face
et va non pas engager des négociations politiques, notamment avec le FLN, pour essayer de sortir de cette impasse, mais au contraire rentrer dans la guerre pour de bon avec le vote des pouvoirs spéciaux du 12 mars 56. C'est véritablement l'entrée de la France en guerre d'Algérie. Et c'est l'entrée en guerre directe, franc, de la France, parce que c'est l'envoi du contingent en Algérie. C'est-à-dire, ce n'est plus la guerre d'Indochine, où on envoyait le corps expéditionnaire, ce qu'on appelait des engagés. Bon, là, c'est pas le cas. C'est pratiquement tous les jeunes Français qui font leur service militaire, qui vont partir en Algérie entre 1956 et 1962, c'est-à-dire au total près d'1 500 000 hommes qui vont partir en Algérie. C'est-à-dire que toute la société française est touchée. C'est une véritable onde de choc, c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas une seule famille française qui n'a pas un oncle, un père, un fiancé qui se rend en Algérie. C'est-à-dire que là, pratiquement tout le monde est touché. Tout le monde a peur, tout le monde réalise à quel point l'Algérie est devenue une question centrale dans la vie politique française. La 4e République s'enlise dans le piège algérien, agonise, puis tombe sans gloire au cours des journées d'émeutes qui secouent Alger en mai 1958. Français d'Algérie et cadres de l'armée unis contre un pouvoir accusé de vouloir brader l'Algérie en appel au général de Gaulle. Pour eux, il incarne l'ultime espoir d'une Algérie qui resterait française. Un retour au pouvoir lourd de malentendus et d'ambiguïtés, comme en témoigne son voyage en Algérie de juin 1958. Je vous ai compris! Je sais ce qui s'est passé ici. À droite comme à gauche dans la population européenne comme musulmane, chacun veut croire à une solution imminente, conforme à ses vœux. Pourtant, la guerre durera encore 4 longues années, jusqu'aux accords d'Évian signés en mars 1962 avec le FLN. En métropole puis en Algérie, l'indépendance est ratifiée par référendum. Tandis que l'Algérie était en proie à une guerre sanglante, l'Afrique noire accède à l'indépendance sans drame véritable. En septembre 1958, De Gaulle propose aux Africains d'adhérer à la nouvelle communauté qui doit remplacer la défunte Union française. Hormis la Guinée, tous les États africains et Madagascar acceptent ce Commonwealth à la française. Il ne durera guère plus d'1 an. Les peuples africains revendiquent tout autre chose, comme il l'exprime au général de Gaulle lors de son voyage à Dakar. Je vois que Dakar est une ville vivante et vibrante. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent. Le Mali, qui fédère alors le Sénégal et le Soudan, devient indépendant le 20 juin 1960. La même année, tous les États d'Afrique noire et Madagascar proclament leur indépendance en accord avec la France.